Les mains d'Edwin Carver étaient couvertes de copeaux métalliques lorsqu'il fit la découverte qui allait coûter la vie à des milliers de soldats ennemis. Il n'était ni général, ni même simple soldat, mais un ouvrier d'usine dans l'Ohio, obsédé par un problème auquel personne d'autre ne semblait prêter attention. Les lunettes de visée des fusils dérivaient constamment. Les soldats rataient des cibles qu'ils auraient normalement dû toucher. Et Eddie, travaillant seul dans un atelier sombre à minuit, allait bientôt façonner un morceau de métal que l'armée qualifierait de stupide, inutile et gaspilleur, jusqu'à ce qu'il commence à sauver des vies américaines sur tous les champs de bataille, de Normandie à Okinawa. Ses supérieurs tenteraient de l'arrêter. Les bureaucrates s'opposeraient au changement. Mais la guerre n'attend pas la paperasse, et parfois les meilleures idées viennent des personnes à qui personne ne prête attention. L'hiver 1943 était impitoyable à Dayton, dans l'Ohio, et le froid s'infiltrait par chaque fissure de l'usine d'inspection des armements où Edwin Carver passait 12 heures par jour à examiner des composants de fusils qui finiraient par équiper des soldats combattant à travers 2 océans. Eddie avait 31 ans, trop vieux pour être enrôlé et trop indispensable dans son rôle de machiniste principal pour quitter son poste, même s'il en avait eu envie. Son atelier sentait l'huile à armes et la poussière de métal, et les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de lui d'une façon persistante qui amplifiait ses migraines à la fin de chaque quart de travail. Il travaillait dans l'industrie depuis ses 16 ans, ayant appris le métier de son père qui fabriquait des pièces pour l'automobile avant l'effort de guerre, ayant transformé chaque usine du Midwest en producteur de matériel militaire. Le travail d'Eddie devait être simple. Les pièces de fusil arrivèrent sur la chaîne. Il les mesurait selon les spécifications, vérifiait les défauts, tamponnait les pièces approuvées, puis les envoyait à l'assemblage. Mais Eddie avait toujours été du genre à ne pas se contenter de suivre des instructions sans comprendre pourquoi ces instructions existaient en premier lieu. Il remettait en question les tolérances, posait des questions sur le choix des matériaux et agaçait ses supérieurs en rédigeant des rapports détaillant les problèmes qu'il remarquait dans le processus de fabrication. La plupart de ces suggestions étaient ignorées. L'usine avait des quotas à respecter et arrêter la production pour examiner les théories d'un machiniste sans diplôme d'ingénieur n'était pas une priorité lorsque des soldats américains avaient besoin de fusils hier. Le problème de fixation des lunettes de visée attira l'attention d'Eddie en novembre 1943 par une lettre qui n'aurait jamais dû lui parvenir. Son jeune cousin Marcus était un tireur d'élite du corps des Marines stationné quelque part dans le Pacifique, et dans ses rares lettres à la maison, Marcus gardait généralement un ton léger et évitait de parler des combats. Mais cette lettre-là était différente. Marcus était frustré, en colère même, et il expliquait comment sa lunette de visée perdait son réglage après quelques tirs seulement, l'obligeant à recalibrer sans cesse dans des conditions où perdre du temps pouvait signifier la différence entre accomplir une mission et mourir. Il racontait comment il avait raté des cibles qu'il aurait dû atteindre facilement, voyant des soldats ennemis s'échapper parce que sa lunette avait dérivé lors du transport ou après avoir tiré un précédent projectile. Les autres tireurs d'élite de son unité rencontraient le même problème. Ils avaient recommencé à perdre confiance en leur équipement, et au combat, le doute pouvait être aussi mortel qu'une arme défectueuse. Eddie lut cette lettre 3 fois, assis à sa table de cuisine, une tasse de café refroidissant dans sa main. Sa femme, Hélène, était déjà allée se coucher, et la maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur et du grincement occasionnel des tuyaux du chauffage. Il pensa à Marcus, qui n'était qu'un gamin passionné de chasse et de baseball quelques années auparavant. Maintenant, il se retrouvait dans une jungle, essayant de faire des tirs de précision avec du matériel qui ne tenait pas son réglage. Eddie avait inspecté des centaines de ces anneaux de fixation de lunettes. Il les avait approuvés parce qu'il respectait les spécifications inscrites sur les papiers. Mais respecter les spécifications et réellement fonctionner sur le terrain semblaient être 2 choses bien différentes. Le lendemain matin, Eddie arriva à l'usine 1 heure plus tôt et se rendit à l'aire de stockage où étaient conservées les pièces rejetées avant d'être renvoyées pour être retravaillées ou jetées. Il trouva une boîte d'anneaux de montage de lunettes qui avait été signalée pour de petites imperfections de surface. Rien qui affecte leur fonction, mais suffisamment pour les empêcher d'être expédiés. Il en prit 2, les posa sur son établi et commença à les examiner plus attentivement qu'il n'avait jamais examiné une pièce auparavant. Les anneaux étaient usinés en acier massif, conçu pour se fixer autour de la lunette et se fixer à la base du fusil. Ils semblaient solides, bien fabriqués,
précisément manufacturées selon des dimensions calculées par des ingénieurs de l'armée qui savaient apparemment ce qu'ils faisaient. Eddie passa sa pause déjeuner ce jour-là dans la petite bibliothèque technique de l'usine, feuilletant des manuels et des dessins techniques du fusil Springfield M193 et des différentes lunettes utilisées par les tireurs d'élite américains. Le système de montage semblait suffisamment simple. La lunette reposait sur 2 anneaux. Ces derniers se serraient grâce à des vis et l'ensemble était ensuite fixé au fusil. Mais à mesure qu'Eddie étudiait les dessins, un problème potentiel commençait à se dessiner. Lorsqu'un fusil tirait, il produisait une force énorme qui se propageait à travers l'arme de manière complexe. Le recul repoussait l'arme vers l'épaule du tireur. Mais il y avait aussi des vibrations, du couple et des harmoniques qui pouvaient affecter chaque composant. La lunette et ses fixations subissaient toutes ces forces. Et avec le temps, même des mouvements microscopiques pouvaient s'accumuler pour provoquer un décalage significatif du point de visée. Les anneaux de montage étaient conçus pour tenir fermement par friction et compression du métal contre le métal. Mais le métal soumis à une pression ne réagit pas toujours de façon prévisible. Si les anneaux étaient trop rigides, ils risquaient d'amplifier les vibrations ou de créer des points de stress qui pourraient se déplacer au fil du temps. S'ils étaient trop lâches, c'était évidemment un problème. Eddie se demandait s'il n'y avait pas un juste milieu, une manière de permettre au métal de se plier juste assez pour absorber le choc sans laisser la lunette bouger. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez lui après sa journée de travail, Eddie resta tard dans l'atelier. Cela allait à l'encontre des règles car les ouvriers devaient quitter l'usine après leurs heures de service pour des raisons de sécurité. Mais Eddie entretenait une relation amicale avec le gardien de nuit, un ancien machiniste nommé Walter qui lui permettait parfois de rester pour travailler sur des projets personnels à condition qu'il se déclare correctement. Eddie installa un des anneaux rejetés dans un étau et commença à l'étudier sous grossissement. Il inspecta chaque surface, chaque angle, cherchant quelque chose qui expliquerait pourquoi ces pièces, pourtant précisément fabriquées, échouaient sur le terrain. Vers 21h ce soir-là, une idée germa dans son esprit. Ce n'était pas une solution complètement formée, mais plutôt une intuition née de ses années d'expérience avec le métal et sa compréhension des matériaux soumis à la pression. Les anneaux étaient solides, résistants, mais peut-être trop solides. Lorsque le fusil tirait et que tout le système subissait une accélération et une décélération violentes, la connexion rigide entre l'anneau et le fusil pouvait transmettre trop de choc à la lunette. Et si l'anneau lui-même pouvait agir comme un amortisseur, non pas en étant plus faible, mais en ayant un point de flexion contrôlé. Eddie prit une lime fine et commença à tailler un petit sillon sur la surface interne d'un anneau de montage, créant un canal peu profond qui parcourait partiellement la circonférence. Le sillon n'était que de quelques millièmes de pouce de profondeur, à peine visible, mais il modifiait la dynamique structurelle de l'anneau. Le métal pouvait désormais se plier légèrement à ce point, absorbant et dissipant l'énergie plutôt que de la transmettre directement à la lunette. C'était un pari, une expérience fondée sur l'intuition, plus que sur des calculs. Mais Eddie avait appris à faire confiance à son ressenti sur le comportement du métal. Il passa les nuits suivantes à affiner le concept, en essayant différentes profondeurs de sillon, différents placements, différentes orientations. Il ne pouvait pas vraiment tester la modification correctement sans fusil ni munitions, ce dont il n'avait pas accès. Il devait donc s'appuyer sur sa compréhension des principes mécaniques et son imagination sur la façon dont les forces interagiraient. Il prit des notes en détaillé dans un petit carnet, esquissant des diagrammes et enregistrant des mesures. Sa femme commença à s'inquiéter de ses heures tardives, mais Eddie ne pouvait pas abandonner cette idée. Marcus était là-bas avec une lunette qui dérivait. Des milliers d'autres tireurs d'élite américains faisaient face au même problème. Si la modification d'Eddie pouvait aider ne serait-ce qu'un peu, cela valait la peine d'être poursuivi. Le défi était d'amener quelqu'un à prendre ses idées au sérieux. Eddie était machiniste, pas ingénieur. Il n'avait pas fait d'études. Il n'avait ni diplôme ni qualification qui aurait donné à ses idées une quelconque crédibilité automatique. Le département des armements avait des équipes entières d'ingénieurs diplômés qui avaient reconçu le système de montage actuel et suggéré qu'ils aient raté quelque chose d'aussi fondamental ne ferait certainement pas gagner à Eddie des amis dans la bureaucratie. Mais il devait essayer. Début décembre 1943, Eddie écrivit un rapport officiel décrivant le problème de dérive des lunettes tel que son cousin le lui avait relaté, et proposa sa modification comme solution potentielle.
Il y joignit ses croquis et ses calculs dans la mesure de ses capacités et soumit le rapport par les canaux officiels à son supérieur, un homme nommé Gerald Hutchinson qui dirigeait le département d'inspection. Hutchinson était un administrateur strict qui se souciait davantage des quotas de production que des modifications expérimentales. Il lut le rapport d'Eddie à son bureau pendant qu'Eddie attendait debout. Puis il leva les yeux avec une expression mêlant pitié et agacement. « Carver, j'apprécie l'initiative, mais ça ne fonctionne pas comme ça, » dit Hutchinson en tapotant le rapport du doigt. « Nous avons des ingénieurs pour ce genre de choses. Ton travail est d'inspecter les pièces, pas de les redessiner. Les anneaux de montage respectent toutes les spécifications. Si les tireurs d'élite ont des problèmes sur le terrain, c'est une question de formation ou de maintenance, pas un défaut de conception. » Eddie tenta d'expliquer que le problème ne résidait pas dans les spécifications, mais dans la performance réelle en conditions de combat. Mais Hutchinson n'était pas intéressé. Il rangea le rapport et dit à Eddie de se concentrer sur ses tâches assignées. Au cours des semaines suivantes, Eddie continua de soulever le problème chaque fois qu'il en avait l'occasion, mais il se heurta à une résistance à chaque niveau. L'usine était sous pression pour augmenter sa production et non pas pour ralentir à cause de modifications expérimentales. Le département d'ingénierie n'avait pas envie d'écouter un machiniste parler de défauts de conception et les responsables des achats militaires, qui visitaient parfois l'usine, étaient trop occupés à gérer des contrats et des plannings pour s'intéresser à des théories sur la dynamique de montage des lunettes de visée. Eddie commença à se sentir de plus en plus frustré. Il savait qu'il avait raison, ou du moins il en était convaincu au point que l'indifférence de la bureaucratie lui semblait un affront personnel. Il devint de plus en plus irritable au travail, se montrant acerbe avec ses collègues, faisant des remarques acerbes sur l'incompétence et le gaspillage. Hélène remarqua ce changement de humeur chez lui à la maison et essaya d'en parler. Mais Eddie trouvait difficile d'expliquer pourquoi il était obsédé par un simple morceau de métal et un problème que la plupart des gens ne reconnaissaient même pas. Comment lui faire comprendre qu'au milieu du Pacifique, Marcus et des centaines d'autres tireurs d'élite étaient en danger, parce que personne n'écoutait une idée qui pourrait leur sauver la vie. En janvier 1944, Eddie reçut d'autres lettres de Marcus, bien que celles-ci arrivent de manière irrégulière et souvent plusieurs semaines après leur envoi. Dans l'une d'elles, Marcus mentionnait que son unité avait reçu de nouveaux fusils avec des montages de lunettes censés être améliorés, mais le problème persistait. Un autre tireur d'élite de sa section avait été tué lors d'une mission. Et bien que Marcus ne l'écrivit pas explicitement, Eddie comprit entre les lignes que la défaillance de l'équipement avait peut-être joué un rôle. La lettre le rendit tellement en colère qu'il la froissa et la lança à travers la pièce avant de la ramasser immédiatement et de la lisser soigneusement, comme si ce morceau de papier physique était d'une certaine manière un lien avec son cousin qu'il devait préserver. Eddie décida alors de changer d'approche. Si les voies officielles ne fonctionnaient pas, il ferait valoir son point de vue par la démonstration. Il dépensa son propre argent pour acheter un vieux fusil de chasse dans une boutique de prêt sur gage, pas du même modèle que ceux utilisés par l'armée, mais suffisamment similaire pour tester ses principes. Il fabriqua un montage de lunettes improvisé avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour les anneaux militaires et l'installa sur le fusil. Puis, il modifia un deuxième montage avec son concept de sillon de tension. Il emmena les deux configurations chez un ami, dans une ferme à l'extérieur de la ville, un dimanche matin fin janvier, pour pouvoir tirer en toute sécurité et tester la précision. La différence fut immédiatement évidente. Le montage non modifié que Eddie avait fabriqué pour reproduire le design militaire standard montrait exactement le genre de dérive que Marcus avait décrit. Après 20 tirs, le point d'impact s'était déplacé de plus de 1500 cm à 100 mètres, tandis que le montage modifié avec le sillon de tension conservait son réglage beaucoup mieux. Il y avait encore un peu de dérive, qu'Eddie attribuait à la nature brute de son prototype et au fait qu'il n'utilisait pas des composants de qualité militaire, mais la différence était nettement plus faible que dans le montage témoin. Eddie documenta soigneusement tout, prit des notes et apporta même un appareil photo pour photographier les cibles. Fort de ces preuves, Eddie retourna voir Hutchinson et demanda une réunion. Il apporta ses photographies, ses cibles, ses notes détaillées. Il expliqua la méthodologie de ses tests et les résultats obtenus. Hutchinson l'écouta avec une attention qu'Eddie jugea réticente, mais sa conclusion demeura inchangée. Les expériences personnelles d'Eddie n'étaient pas assez rigoureuses d'un point de vue scientifique pour faire passer outre les conceptions officielles des ingénieurs. L'armée avait des protocoles de test et un machiniste tirant avec le fusil de quelqu'un d'autre dans une ferme ne respectait pas ces protocoles.
Hutchinson suggéra, dans un ton censé être diplomatique mais qui sonna condescendant, qu'Eddie devrait être fier de son initiative, mais qu'il devait comprendre sa place dans l'organisation. Eddie quitta la réunion se sentant abattu. Il avait fait tout ce qu'il avait pu dans le cadre du système, et le système l'avait rejeté. Il pensa sérieusement à abandonner tout cela, acceptant que parfois de bonnes idées sont enterrées par la bureaucratie. Mais cette nuit-là, il reçut une nouvelle lettre de Marcus, et cette fois, le ton était différent de toutes les autres. Marcus racontait une mission où il avait eu une occasion claire de tirer sur un officier ennemi de grande valeur, une cible qui aurait pu changer la situation tactique de son unité, mais sa lunette avait dérivé et il avait raté sa cible. L'officier s'était échappé, et 3 jours plus tard, les renseignements avaient suggéré que le même officier avait coordonné une attaque qui avait tué 7 Marines. Marcus n'attribuait pas explicitement la responsabilité de ces morts à la défaillance de l'équipement, mais l'implication était claire. Eddie lut cette lettre assis à sa table de cuisine, et quand Hélène vint voir ce qui n'allait pas, elle le trouva avec des larmes coulant sur son visage, les poings serrés si fort que ses jointures s'étaient blanches. « Je peux réparer ça, » lui dit Eddie, la voix rauque. « Je sais que je peux, mais personne ne m'écoute. » Hélène s'assit en face de lui et prit ses mains dans les siennes. Elle était une femme pratique, une enseignante qui avait abandonné son travail après leur mariage, mais qui avait gardé son esprit aiguisé et sa capacité à résoudre les problèmes. « Alors arrête d'essayer de convaincre les autres et fais-le, » lui dit-elle. « Tu as accès aux pièces, tu sais ce qu'il faut faire, fais-le. » Eddie la regarda, comprenant ce qu'elle suggérait. Modifier du matériel militaire, sans autorisation, je pourrais perdre mon emploi. Je pourrais me faire arrêter. Hélène lui serra les mains. Marcus pourrait mourir. Ces autres garçons pourraient mourir. Tu m'as dit que tu étais certain que ta modification aiderait. Si tu en es si sûr, alors la question est, qu'es-tu prêt à risquer pour faire ce qui est juste ? C'était un moment qui allait définir le reste de la vie d'Eddie. Il pouvait jouer la sécurité, suivre les règles, même s'il avait essayé et échoué par les canaux officiels, ou il pouvait prendre un risque qui pourrait lui coûter tout, mais qui pourrait aussi sauver des vies. La décision, une fois qu'il y pensa sérieusement, ne fut pas difficile du tout. Dès le lendemain, Eddie commença une discrète campagne de sabotage, bien qu'il préférait penser à cela comme une amélioration non autorisée. Chaque fois qu'un anneau de montage de lunettes passait par sa station d'inspection, il l'examinait soigneusement et, pour ceux qui répondaient à toutes les autres spécifications, il les mettait de côté pendant sa pause déjeuner ou après ses heures de travail pour y ajouter sa modification du sillon de tension. Il était méticuleux, méthodique, s'assurant que la modification soit cohérente et précise. Il ne modifiait pas tous les anneaux, car cela aurait été trop évident, mais il en modifia suffisamment pour qu'un nombre significatif de fusils assemblés ait ses montages améliorés. Le travail devait être fait discrètement et soigneusement. Eddie emportait quelques anneaux à la fois dans un coin de l'atelier où il pouvait travailler en toute confidentialité avec des outils à main qui ne produisaient pas trop de bruit. Il développa un système qui lui permettait d'ajouter la modification en environ 15 minutes par anneau, assez rapide pour ne pas interférer avec ses autres tâches, mais suffisamment minutieux pour que le travail soit bien fait. Il ne gardait aucune trace des anneaux qu'il avait modifiés, car la documentation serait une preuve de ses actions non autorisées. Les anneaux modifiés retournèrent dans le circuit d'inspection, marqués de son tampon d'approbation, indiscernable des pièces standards, à l'exception d'un petit sillon que la plupart des gens ne remarqueraient même pas, même s'ils le regardaient de près. Eddie vécut dans un état d'anxiété constant pendant cette période. Chaque fois qu'un superviseur passait devant sa station, il s'inquiétait d'avoir été découvert. À chaque réunion convoquée, les bureaux administratifs lui nouaient l'estomac, la peur qu'on ait remarqué les modifications et qu'on puisse remonter jusqu'à lui. Il faisait des cauchemars où la police militaire arrivait chez lui, où il était arrêté pour sabotage ou trahison, où Hélène devait lui rendre visite en prison. Mais il continua, parce que l'alternative, ne rien faire pendant que des soldats mouraient avec du matériel défectueux, était pire que tout risque personnel. Les semaines passèrent, puis les mois. Eddie modifia des centaines d'anneaux de montage, les envoyant dans la chaîne de production où ils seraient assemblés en fusils et expédiés à l'étranger. Il n'avait aucun moyen de savoir si ces modifications arrivaient sur le terrain, si elles aidèrent vraiment, ou si tous ces efforts étaient lénaux futiles. Il continuait simplement à travailler, à limer ses petits sillons, à approuver des pièces maintenant différentes de leurs spécifications originales, d'une manière que personne d'autre ne semblait remarquer.
Des équipes d'officiers et d'ingénieurs civils examinèrent chaque étape du processus de production, observèrent les travailleurs sur la chaîne d'assemblage, passèrent en revue la documentation et les spécifications. Eddy fut brièvement interrogé dans le cadre du processus standard. On lui posa des questions de routine sur ses méthodes d'inspection et de contrôle de qualité. Il répondit avec soin et honnêteté au sujet de ses devoirs officiels, tout en ne mentionnant rien de ses activités non autorisées. Les inspecteurs semblaient surtout intéressés par les phases d'ingénierie et de conception de la production, pas par le travail quotidien du personnel d'inspection. Le dernier jour de l'inspection, quelque chose d'inattendu se produisit. Le chef des inspecteurs, un lieutenant-colonel nommé Raymond Frost, convoqua une réunion avec les cadres supérieurs de l'usine pour présenter ses premières conclusions. Eddy n'était pas censé être présent à cette réunion car cela dépassait son niveau, mais Hutchinson l'avait fait venir pour répondre à toute question technique concernant le processus d'inspection. La salle de conférence était pleine de managers, d'ingénieurs et de personnel militaire, et Eddy se tenait près de l'arrière, essayant de rester discret. Le lieutenant-colonel Frost était un homme grand, aux lunettes à monture métallique et au comportement mesuré, comme quelqu'un qui avait passé plus de temps dans des laboratoires que sur les champs de bataille. Il commença par saluer l'efficacité de la production de l'usine et le contrôle de qualité avant de passer à la discussion des améliorations de performance observées sur le terrain. « Messieurs, nous avons un mystère entre les mains », déclara Frost en faisant défiler des photographies de cibles et des graphiques de données. Ça, si. Les rapports de terrain indiquent que les fusils produits dans cette usine au cours des 3 derniers mois montrent une meilleure rétention de précision que les séries de production précédentes ou les fusils d'autres usines. Les tireurs d'élite en sont ravis. Mais lorsque nous examinons vos processus de fabrication actuels et que nous les comparons aux spécifications originales, nous ne pouvons identifier aucun changement qui expliquerait cette amélioration. Le cœur d'Eddy battait si fort qu'il pensa que les gens autour de lui pouvaient l'entendre. C'était le moment. Celui où son secret serait soit découvert, soit resterait caché. Frost continua de parler, énumérant les différentes théories que l'équipe d'investigation avait envisagées, variations de composants, différences de lots de matériaux, changements dans les techniques d'assemblage, mais aucune de ces hypothèses ne permettait d'expliquer pleinement l'amélioration des performances. Puis Frost dit quelque chose qui fit se serrer la gorge d'Eddy. Nous avons examiné des pièces d'échantillons de votre production actuelle et les avons comparées à celles des archives datant de 6 mois, et nous avons trouvé une différence constante. Les anneaux de montage de lunettes comportent maintenant un petit sillon de décompression à l'intérieur. Ce sillon ne figure pas dans les spécifications techniques d'origine et aucun des ingénieurs à qui nous avons parlé ne peut expliquer quand ou pourquoi il a été ajouté. Nous devons connaître l'origine de cette modification car elle semble être le facteur clé de l'amélioration de performance que nous observons. La salle éclata de discussions confuses. Les ingénieurs insistèrent sur le fait qu'ils n'avaient pas modifié les spécifications. Les responsables affirmèrent qu'aucune modification n'avait été autorisée. Tout le monde semblait déconcerté, et Eddy réalisa, avec un mélange de terreur et d'humour noir, qu'il avait accidentellement créé une situation où l'armée avait découvert une amélioration, mais ne savait pas d'où elle venait. C'était comme un tour de magie où le magicien avait oublié comment il avait fait le tour. Hutchinson, le supérieur d'Eddy, se leva et demanda des éclaircissements. « Colonel Frost, vous êtes en train de dire qu'il y a eu une modification non autorisée d'un design de spécification militaire et nous ne savons pas qui l'a faite ni quand. » Frost acquiesça. « C'est exactement ce que je dis. Et avant que quiconque ne panique à propos des violations de protocole, je veux être clair, cette modification semble être extrêmement bénéfique. Les tests de terrain montrent une réduction d'environ 80% de la dérive de la lunette par rapport à la conception originale. L'efficacité des tireurs d'élite a considérablement augmenté. Donc, bien que nous devions comprendre comment cela s'est produit du point de vue du contrôle des processus, cette modification elle-même était quelque chose que nous voulons conserver et potentiellement étendre à d'autres usines. Eddy resta figé à l'arrière de la salle, son esprit en ébullition. Il pouvait rester silencieux, laisser le mystère demeurer sans réponse et poursuivre son travail secret. Ou bien, il pouvait s'avancer et admettre ce qu'il avait fait en affrontant les conséquences qui découleraient de cette confession. La décision fut rendue plus facile par le fait que Frost venait de dire que la modification était bénéfique et que l'armée souhaitait la conserver. Peut-être, juste peut-être, Eddy pourrait se manifester sans détruire sa vie. « Monsieur,
entendit Eddie sa propre voix, qui lui parut étrange dans ses oreilles. « Je peux expliquer la modification. » Tous les regards dans la salle se tournèrent vers lui. Le visage de Hutchinson pâlit. Frost sembla intrigué, enlevant ses lunettes pour mieux voir celui qui venait de parler depuis l'arrière de la salle. Eddie s'avança, se frayant un chemin entre les chaises et les gens jusqu'à se tenir près du devant, visible pour tous. « Je m'appelle Edwin Carver, commença Eddie, sa voix prenant de la force à mesure qu'il parlait. Je suis machiniste principal au département d'inspection. C'est moi qui ai effectué ces modifications. J'ajoute le sillon de tension aux anneaux de montage depuis début février. » En mars 1944, Eddie reçut une lettre de Marcus qui lui fit trembler les mains en l'ouvrant. Marcus écrivait que quelque chose avait changé avec les fusils, les nouvelles lunettes, ou peut-être les montages. Il n'était pas sûr de ce qui avait modifié, mais les tireurs d'élite de son unité l'avaient remarqué indépendamment, comparant leurs notes et réalisant que leur précision s'était améliorée de manière significative au cours des dernières semaines. Marcus mentionna spécifiquement qu'il avait réussi des tirs qu'il n'aurait pas osé tenter un mois plus tôt, sachant que la lunette tiendrait son réglage. Il ne savait pas ce qui avait changé dans le processus de fabrication, mais quoi que ce fût, cela fonctionnait. Eddie lut cette lettre encore et encore, à peine croyant ce qu'il lisait. Ces modifications avaient atteint le terrain. Elles fonctionnaient. Il avait envie de crier, de dire à quelqu'un, de recevoir des éloges pour ce qu'il avait fait. Mais bien sûr, il ne pouvait pas. Réclamer des crédits signifiait admettre avoir modifié du matériel militaire sans autorisation, ce qui pourrait encore le mettre dans de graves ennuis malgré les résultats positifs. Alors Eddie ne dit rien, ne parla à personne, sauf à Hélène, et continua son travail secret avec une détermination renouvelée. L'ironie, c'était que le processus officiel de test et d'évaluation de l'armée, le même système qui avait rejeté la proposition d'Eddie quelques mois plus tôt, commençait maintenant à remarquer que quelque chose s'était amélioré avec les fusils de sniper. Les rapports de terrain indiquaient une meilleure précision et une performance plus constante des lunettes et des montages. Le service technique de l'armée commença à enquêter, cherchant à comprendre ce qui avait changé. Ils examinèrent les dossiers de fabrication, interrogèrent les ingénieurs, passèrent en revue les processus de contrôle qualité. Personne ne pensa à demander aux machinistes sur le terrain. En avril, une équipe d'inspecteurs de l'armée arriva dans l'usine d'Eddie pour effectuer une révision complète de la ligne de production des montages de lunettes de visée. Eddie savait que c'était peut-être le moment où tout allait se dénouer. Si les inspecteurs examinaient les pièces de près, s'ils comparèrent la production actuelle aux spécifications originales, ils découvriraient les modifications non autorisées. Eddie songea à se confesser par anticipation, à essayer d'expliquer ce qu'il avait fait et pourquoi, mais il décida d'attendre et de voir comment l'inspection se déroulerait. L'inspection dura 3 jours. La salle resta silencieuse. Tout le monde digérait cette confession, et c'est Hutchinson qui trouva sa voix en premier. « Carver, qu'est-ce que vous racontez là ? Vous ne pouvez pas modifier des spécifications militaires de votre propre chef. »« Je sais, monsieur, » répondit Eddie, regardant Hutchinson mais s'adressant à l'ensemble de la salle. « Mais j'ai essayé d'obtenir une autorisation par les voies officielles, et on m'a dit que l'idée était stupide et inutile. Mon cousin est tireur d'élite dans les Marines. Il m'a écrit à propos des problèmes de dérive de la lunette et je pensais savoir comment les résoudre. Alors, je l'ai juste fait. » Le lieutenant-colonel Frost s'avança, étudiant Eddie avec un intérêt croissant. « Vous voulez dire que vous avez identifié un défaut de conception, proposé une solution, qu'on vous a rejeté par les canaux officiels, et que vous avez mis en œuvre votre solution quand même, sans autorisation ? » ?»« Oui, monsieur, » dit Eddie, décidant que l'honnêteté était la seule stratégie viable à ce stade. « J'ai testé le concept sur mon propre temps, avec mon propre matériel au début. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai commencé à modifier les pièces qui passaient par ma station d'inspection. J'étais prudent, je maintenais toutes les autres normes de qualité. Le seul changement était l'ajout du sillon de tension. « C'est du sabotage, » dit quelqu'un d'un côté de la pièce, un ingénieur qu'Eddie ne reconnaissait pas. « C'est une altération non autorisée d'équipement militaire. Il devrait être arrêté. » Mais Frost leva la main. « Ne soyons pas hâtifs. Monsieur Carver, pouvez-vous expliquer le principe technique derrière votre modification ? Pourquoi ce sillon de tension améliore-t-il les performances ? » Eddie prit une profonde inspiration et expliqua sa théorie. Comment les anneaux de montage rigides transmettaient trop de choc à la lunette et comment un sillon soigneusement placé permettait au métal de se plier juste assez pour absorber et dissiper ce choc sans que la lunette ne se déplace.
Il décrivit sa méthodologie de test, ses mois de modification secrète et sa motivation, née de l'envie d'aider des soldats comme son cousin. À mesure qu'il parlait, Eddie observa le changement d'expression de Frost, qui passa du scepticisme à l'intérêt puis à une forme de respect. Lorsqu'Eddie eut terminé, Frost resta silencieux un instant, puis se tourna vers les ingénieurs présents dans la salle. « Son raisonnement tient-il la route ?» Un des ingénieurs, un homme âgé au regard pensif, prit la parole. « En fait, oui. C'est une explication assez brute, mais le principe est solide. Le sillon de tension crée effectivement un point de flexion contrôlé qui agit comme un amortisseur de vibration. Je suis embarrassé de dire qu'on n'y a pas pensé, mais c'est exactement le genre de solution simple et élégante qui vient souvent de l'expérience pratique plutôt que de la conception théorique. » Frost se tourna de nouveau vers Eddie. « Combien d'anneaux avez-vous modifiés ?»« Je n'ai pas de compte précis, monsieur, » avoua Eddie. « Je ne tenais pas de registre car je ne voulais pas de preuve de ce que je faisais. Mais j'ai modifié régulièrement depuis début février, donc probablement entre 500 et 800 anneaux. Et vous avez fait cela en sachant que vous pouviez être renvoyé ou poursuivi ? Oui, monsieur. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire et parce que des soldats meurent là-bas avec du matériel qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. » La salle resta tendue et silencieuse. Eddie pouvait voir des factions se former. Ceux qui pensaient qu'il devrait être puni pour avoir enfreint les procédures et ceux qui étaient impressionnés par son initiative et ses résultats. Son avenir reposait sur l'issue de cette bataille bureaucratique après sa confession. Le lieutenant-colonel Frost prit la décision. « Messieurs, je vais recommander à mes supérieurs que M. Carver soit félicité plutôt que puni. Ses méthodes étaient peu orthodoxes et ont enfreint les procédures établies, mais ses résultats ont probablement sauvé des vies américaines. La modification du sillon de tension doit être immédiatement intégrée aux spécifications de conception et nous devons envisager de l'appliquer rétroactivement sur les fusils déjà en service. » Il se tourna alors directement vers Eddie. « Monsieur Carver, vous avez pris un risque considérable et vous avez eu de la chance que cela fonctionne. Si votre modification avait causé des problèmes au lieu de résoudre ceux existants, cette conversation aurait été bien différente. Mais vous aviez raison et je respecte le courage qu'il vous a fallu pour agir selon vos convictions. » La réunion se termina peu de temps après et les différents participants se regroupèrent en petits cercles pour discuter de ce qui venait de se passer. Eddie se retrouva entouré de quelques ingénieurs qui voulaient comprendre les détails de sa modification et de son processus de test. Hutchinson l'attrapa à part, avec une expression qu'Eddie n'arrivait pas à déchiffrer, un mélange de colère et de respect réticent. « Tu m'as fait passer pour un idiot, » dit Hutchinson d'une voix basse. « Mais tu avais raison et j'avais tort. J'aurais dû t'écouter. »« Vous suiviez les procédures, monsieur, » répondit Eddie. « C'est moi qui ai enfreint les règles. »« Parfois, les règles doivent être brisées, » dit Hutchinson, ce qui s'apparenta à des excuses dans la bouche d'un homme comme lui. Au cours des semaines suivantes, l'armée s'activa avec une rapidité surprenante pour adopter officiellement la modification d'Eddie. Le sillon de tension fut ajouté aux spécifications standards pour les anneaux de montage de lunettes et les usines de production à travers le pays reçurent l'instruction de mettre en œuvre le changement. Les ingénieurs affinèrent le concept de base d'Eddie, optimisant les dimensions et le placement du sillon grâce à des tests rigoureux, mais le principe fondamental restait le même que celui qu'Eddie avait créé dans ses premiers anneaux, des mois auparavant. La mise à niveau des fusils déjà en service dans le terrain fut jugée trop coûteuse en main-d'œuvre, mais la nouvelle production intégra la modification et petit à petit, la précision améliorée se répandit parmi les unités de snipers américains sur tous les fronts de guerre. Le rôle d'Eddie dans cette amélioration fut documenté dans des rapports officiels, bien que son nom ne devint jamais largement connu en dehors des cercles de l'approvisionnement militaire. Eddie reçut une lettre de félicitations du département des armements de l'armée, le remerciant pour sa contribution à l'effort de guerre, accompagnée d'une modeste récompense financière, quelques centaines de dollars qu'il utilisa pour acheter des bons de guerre. Il continua à travailler à l'usine jusqu'à la fin de la guerre, ne devant plus apporter de modifications secrètes, mais se consacrant maintenant ouvertement à des projets d'amélioration de la qualité, projets que ses supérieurs commencèrent enfin à écouter. Les lettres de Marcus devinrent plus régulières et plus positives. Le problème de la dérive des lunettes avait été résolu et les Marines de son unité faisaient de nouveau confiance à leur équipement. Marcus survécut à la guerre et rentra chez lui en 1946. L'une des premières choses que
qu'il fit fut de rendre visite à Eddie et Hélène pour remercier Eddie personnellement d'avoir réparé les fusils. Les deux hommes s'assirent dans le jardin d'Eddie, une bière à la main, lors d'une chaude soirée d'été, ne parlant que peu de la guerre. Mais entre eux, il y avait une compréhension, un lien forgé à travers des lettres, des rainures de métal et des tirs qui avaient atteint leur cible quand il le fallait. Eddie ne se considérait jamais vraiment comme un héros. Il était simplement un machiniste qui avait vu un problème et l'avait résolu de la seule manière qu'il connaissait. Mais dans les années qui suivirent la guerre, chaque fois qu'il rencontrait d'autres anciens combattants et que la conversation tournait sur l'équipement et les armes, Eddie entendait parfois des histoires sur des fusils de sniper qui maintenaient leur réglage de tir, des lunettes qui restaient fiables même après un transport brutal ou un usage intensif. Il ne leur dit jamais qu'il était la raison pour laquelle leurs lunettes fonctionnaient mieux. Il ne chercha jamais à recevoir de reconnaissance ni à revendiquer un quelconque crédit. Il lui suffisait de savoir qu'au cœur du chaos et de la violence de la guerre, sa petite modification avait contribué à ramener des soldats américains sains et saufs. L'usine de Dayton ferma en 1947, lorsque la production militaire commença à décliner et que le pays se réorienta vers la fabrication civile. Eddie trouva un travail dans une usine automobile où il passa les 20 années suivantes à fabriquer des pièces pour des voitures au lieu d'armes. Lui et Hélène eurent 2 enfants, vécurent dans une maison modeste, économisèrent d'eau soigneusement et bâtirent en descente une vie tranquille et ordinaire. Parfois, Eddie pensait écrire un livre sur son expérience, sur les leçons qu'il avait apprises concernant la bureaucratie et l'initiative, et sur l'importance d'écouter les gens, quel que soit leur statut ou leur qualification, mais il ne trouva jamais le temps de le faire. Son histoire existait dans les rapports militaires et dans la mémoire des tireurs d'élite qui ne connaissaient jamais son nom, mais dont les vies avaient été touchées par son travail. Dans les années 1970, bien après la retraite d'Eddie, il reçut une visite inattendue. Un jeune historien militaire qui menait des recherches sur le développement de la technologie des snipers pendant la Seconde Guerre mondiale avait retracé l'origine de la modification du sillon de tension et souhaitait interviewer Eddie dans le cadre d'un projet d'histoire orale. Eddie passa un après-midi à discuter avec l'historien, racontant ses motivations, ses méthodes, revivant cette période d'angoisse et de modification secrète, et le soulagement lorsque tout avait fini par fonctionner. L'historien lui demanda s'il regrettait la façon dont il avait géré la situation. Eddie y réfléchit un instant avant de répondre. « Je regrette d'avoir dû contourner le système au lieu de passer par les voies officielles, dit-il. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que c'était nécessaire. Parfois, faire ce qui est juste signifie prendre un risque et accepter que vous puissiez être puni pour cela. J'ai eu de la chance. Ça a fonctionné. Mais même si cela n'avait pas fonctionné, même si j'avais été renvoyé ou poursuivi, je crois que j'aurais fait la même chose, parce que ces soldats méritaient un équipement qui fonctionne. » Le projet de l'historien devint finalement un livre sur le développement des armes durant la guerre, et l'histoire d'Eddie occupa un chapitre intitulé « La modification du machiniste ». Le livre ne fut pas un best-seller, mais il trouva son public parmi les passionnés d'histoire militaire et les ingénieurs intéressés par l'interaction entre conception et application pratique. Eddie reçut de temps en temps des lettres de lecteurs qui le remerciaient pour son service ou qui partageaient leurs propres histoires de problèmes identifiés et de difficultés pour faire entendre leurs idées. Il répondit à chaque lettre personnellement, encourageant les gens à faire confiance à leur instinct et à avoir le courage d'agir lorsqu'ils voyaient quelque chose qui avait besoin d'être réparé. Eddie Carver mourut en 1992 à l'âge de 80 ans, entouré de sa famille et serein dans la conviction qu'il avait vécu une vie bonne et utile. Son nécrologe dans le journal local mentionnait son travail pendant la guerre, mais ne donnait pas de détails sur la modification des montages de lunettes. La plupart des gens présents à ses funérailles le connaissaient comme un homme calme, qui avait travaillé dur, élevé une famille et était un bon voisin. Seules quelques rares personnes savaient que son travail avait changé la nature de la guerre de sniper pour l'armée américaine et sauvé d'innombrables vies dans les batailles à travers le Pacifique et l'Europe. La modification du sillon de tension qu'Eddie avait initié resta une caractéristique standard des systèmes de montage de lunettes pendant des décennies, évoluant et se raffinant à mesure que la technologie progressait, mais jamais abandonnée. Les fusils de sniper modernes utilisent des systèmes de montage plus sophistiqués, avec plusieurs fonctionnalités conçues pour maintenir le réglage même dans des conditions extrêmes, mais le principe de flexion contrôlée et d'amortissement des vibrations peut être directement retracé jusqu'à l'innovation d'Eddie.
En ce sens, son héritage perdura bien après sa mort, intégré dans le matériel porté par des soldats qui ne connaîtraient jamais son nom ni son histoire. En repensant à tout cela, il est remarquable qu'une seule personne, travaillant seule dans une usine de l'Ohio, ait pu avoir un impact aussi profond sur les opérations militaires, à des milliers de kilomètres de là. Eddie Carver n'était ni un ingénieur brillant, ni un général décoré, il était simplement un machiniste, avec un cousin dans les Marines et une détermination tenace à ne pas accepter qu'un problème résoluble reste sans solution, juste parce que la bureaucratie n'était pas intéressée. Son histoire rappelle que l'innovation ne vient pas toujours des laboratoires ou des think tanks, mais que parfois, les meilleures idées émergent de ceux qui sont les plus proches des véritables problèmes. Et que parfois, avoir le courage d'agir selon ses convictions, même quand tout le monde vous dit que vous avez tort, peut changer le monde de façon inimaginable. Les fusils qu'Eddie avait réparés ont pour la plupart disparu aujourd'hui, détruits, vendus ou exposés dans des musées comme artefacts historiques. Les soldats qui les utilisaient sont maintenant des vieillards ou sont décédés, leurs histoires se dissipant dans le passé. Mais le principe demeure ancré dans la doctrine militaire et la conception des équipements. Lorsque aujourd'hui un sniper tire et que la lunette reste fiable, que les réticules restent alignés et que la balle va exactement là où elle doit aller, il existe un lien direct entre ce moment et cette froide nuit d'hiver de 1943, où un machiniste frustré du nom d'Eddie Carver décida que parfois il fallait enfreindre les règles pour réparer ce qui était cassé. Sa solution stupide, comme ses supérieurs l'avaient appelée, s'avéra être tout sauf stupide. Elle était élégante, efficace et née de la sagesse pratique que seuls les gens travaillant de leurs mains et faisant confiance à ce qu'ils savent être juste peuvent avoir, même lorsque tout le monde les ignore. Et au final, cette sagesse sauva des vies, remporta des batailles et prouva que les meilleures solutions viennent souvent des endroits les plus inattendus.